Bonjour à tous, Louis Thomas, conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture de l'Indre. Donc là, l'idée de cette partie-là, c'est de vous présenter l'essai qu'on a mis en place cet hiver chez Frédéric, qui est basé sur la commune de Parnac, donc dans le sud du département. Si on peut avoir juste une petite présentation. De chez moi? Ouais, voilà le nombre de vaches. Alors, je suis exploitant sur la commune de Parnac, tout à fait dans le sud, côté ouest. Vache allaitante en limousine, il y a 150 vélages à la maison sur 200 hectares. J'ai abandonné les céréales depuis 2007. Je pense qu'on n'a pas de potentiel et j'ai jusqu'à 2016, j'étais tout seul. Enfin tout seul, mon épouse était là, mais tout seul pour m'occuper des 150 vélages. Juste au moment de la semence, j'ai trouvé que c'était trop compliqué pour moi, donc j'ai abandonné les céréales. Après tous les animaux sont sur air paillé. Je rentre tout le monde et donc j'achète toute la paille. Donc en gros je suis sur un volume de 450 à 500 bottes de paille à rentrer tous les ans. Ça fait 300 tonnes de paille. Et du coup au niveau écorce, tu en avais mis en place déjà l'an dernier, à partir de l'an dernier? Oui, alors justement parce que moi je suis voisin du gars qui a fait les copeaux, et donc l'année dernière, pas l'hiver qu'on vient de passer, mais celui d'avant, il m'avait proposé, parce qu'il était en train justement de rechercher comment faire pour élaborer ce produit comme il faut, et donc il m'a proposé d'essayer. Donc moi j'ai attaqué au moment où on a rentré les animaux, j'ai fait à peu près le même procédé que là. Donc une sous-couche mais de produits non élaborés, donc avec effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des bouts de bois longs comme ça. Et par contre ça ressortait directement de chez lui sans avoir été mis à l'abri. Et j'ai reçu des camions où en ouvrant les portes, l'eau coulait quoi. Et moi je peux pas stocker de la paille dehors sans la bâcher au minimum. Je me dis qu'un produit, pour qu'il soit absorbant, il ne faut pas qu'il soit imbibé d'eau. Donc ça a très très mal marché. On a fait ça pendant 3 semaines, un peu plus peut-être. Et en plus j'étais sur des vaches avec des veaux. Donc une concentration ordinaire, mais quand même un grand nombre d'animaux dans le bâtiment. Et ça n'a pas du tout marché, ça ne m'a pas convaincu. Et par contre il est revenu à la charge en me proposant autre chose. Et un produit plus sec, plus élaboré. Et on a fait les choses avec la chambre, et du coup là ça m'a plus convaincu. Donc au niveau de l'essai, cet hiver on l'a mis en place sur la partie génisse de 1 à 2 ans. Donc c'était un bâtiment de 18 par 10, donc un bâtiment peu profond, avec emplacement abreuvoir en fond de case, libre service devant. La particularité du bâtiment, c'est qu'on était ouvert côté pluie. Ah oui. Donc ça sera important à vous expliquer ça après. Donc on était sur 35 génisses, donc une concentration à 5 mètres carrés par génisse. Donc là on était dans les préconisations. Pour des génisses de 1 à 2 ans, on compte 4 à 6 mètres carrés d'air paillé par animal. Donc les animaux sont rentrés le 23 décembre. Ils sont sortis le 23 mars. Donc on a eu une durée d'hivernage de 90 jours. Sur cet hiver-là, on a eu un peu tous les temps. On a eu beaucoup d'eau. Je pense que tout le monde en a un peu le souvenir. Le début de l'hiver, donc fin décembre, janvier, février, c'était pas énormément de millimètres d'eau, mais c'était de l'eau quasiment tous les jours. Pour garder des animaux propres, il y avait une sous-couche de 10 cm, mais c'est tout. Mais même en air paillé, chez moi, ça a été compliqué, quoi. Et d'autant plus sur ce bâtiment-là, qui est super mal exposé avec l'ouverture côté ouest. Donc ça a permis de voir le produit un peu dans tous les cas. Donc la mise en place, il y a une mise en place au godet et répartition à la fourche, donc d'une sous-couche de 10 cm avant l'entrée des animaux. Donc là, on a utilisé 18,2 mètres cubes. Donc la mise en place de la sous-couche, on a compté une durée de 45 minutes, pour bien tout étaler. Et on a essayé de voir la sous-couche jusqu'à quand elle pouvait tenir au maximum. Donc là, la sous-couche sort rechargée en écorce, on a tenu pendant 13 jours. Donc cette tête-là, on aurait peut-être une semaine à 10 jours, ça aurait été peut-être mieux.
Donc avec lui, on avait établi un protocole. On a dit voilà, des expériences précédentes des autres, il me dit avec une sous-couche de 10 cm, on tient 15 jours et on repaille que après. Donc le temps humide, le bâtiment mal exposé et 15 jours, j'ai voulu tenir les 15 jours et vraiment c'était trop long, quoi. Donc pendant un moment, pour moi c'était compliqué. Je nourrissais, je passais devant et puis je me sauvais, hein, parce que je les trouvais quand même pas super propres, quoi. Après, Alimentation, donc céréales avec un correcteur, de l'enrubanage et du foin. Et un peu de maïs une fois que ça a été ouvert un peu plus tard, mais il y avait maïs aussi. donc après, c'est surtout à ce moment-là que les animaux se sont salis. Là, vous verrez après sur les photos, vous pourrez approcher. Enfin, en fait, c'est monté sur les pattes de devant au niveau des genoux. Et puis après, derrière, c'est monté à la mi-cuisse, quoi. C'est surtout à ce moment-là que ça s'est sali. Ouais. Juste dans la fin du protocole des 15 premiers jours, quoi, avant qu'on rattaque le paillage. Et puis après, du premier paillage jusqu'aux conditions météo qui s'améliorent, les animaux en état sont restés stables. Puis après, le dernier, fin mars, le dernier mois, ils se sont même à peu près nettoyés entre eux. Après, donc une fois les 15 jours, enfin 13 jours passés, je faisais simplement deux paillages par semaine. Donc on s'était imaginé avec donc le gars qui a fourni les copeaux qu'il était possible de les mettre à la pailleuse. Donc j'ai décidé d'essayer à la pailleuse. Avant, avec des gros morceaux comme ça, c'était inenvisageable. Bon, là, vous l'avez vu, hein, les morceaux ne sont pas super longs. Et donc ça passe, hein, ça passe dans la pailleuse. Le truc, c'est plutôt de commencer par un paillage avec les copeaux et puis mettre de la paille derrière pour rincer la pailleuse, parce qu'elle sert quand même tous les jours pour distribuer aussi des aliments. Donc il faut passer au moins 2 bottes de paille derrière s'il n'y a pas de nettoyage, pour virer tous les copeaux, pour ne pas les donner à manger aux vaches, bien sûr. Mais une pailleuse comme celle que j'ai là, elle est tout à fait capable de sortir les copeaux et de les envoyer jusqu'au fond de la case, où on est sur un peu plus de 10 mètres. J'ai changé en cours de route. Au début, j'étais position paillage et j'essayais de tout pailler comme ça. Sur la fin, je mettais d'abord en mode distribution pour faire juste le plus près des auges. Et puis après, quand il y a un peu moins de volume dans la pailleuse, parce que le problème de ce produit, c'est que ça chave, le démêleur chave sous le produit, et quand il tombe, enfin, vous avez vu, hein, c'est pas un gros tracteur. Donc le fait de diminuer un peu le volume dans la pailleuse, ça permet après de pouvoir l'envoyer plus loin, quoi. Après, juste là, on était sur une partie avec des barreaux garrots. Donc juste derrière, Là, c'est des barreaux garrots, oui. Ouais, t'arrivais à en mettre derrière. Il y avait une autre partie, or sur un autre produit. On était sur des cornadis. Ouais, parce que j'ai fait 2 essais sur le même bâtiment, côté ouvert, l'autre côté partie est, était là, en fait. celui-là. Donc j'avais des génisses premier vélage qui étaient avélés à partir du mois de mars. Donc j'ai fait la même chose avec un autre produit, pas tout à fait le même, où on avait rajouté plus de fines pour essayer de voir si on pouvait avoir davantage d'absorption en rajoutant, pour imaginer, c'est de la sûre, hein. Et là par contre, on était donc sur une configuration avec des cornadis, et pour pailler juste au pied des auges, là c'est beaucoup plus compliqué parce que ça tape dans les cornadis, ça retombe dans les auges. Donc il faut forcément faire ça quand les auges sont propres, et puis après il faut nettoyer, quoi. Voilà. C'était juste ça. Après, donc au niveau température de la litière, donc sur tout l'hiver, on était sur une litière qui est restée aux alentours de 12 degrés. Ça allait de 8 à 15 degrés en termes de température. Donc c'était aussi en fonction du temps. Enfin, les temps assez frais, la litière était plus fraîche. Donc, alors pour moi, l'avantage, c'est que par rapport à une litière en air paillé, généralement qui au bout d'1 mois ou 2 mois va monter en température, on va monter à des 30, 36, voire 40 degrés de température. Donc là, on va avoir un développement microbien et après des problèmes sanitaires. Là, en fait, sur tout l'essai, on est resté à 12, c'est assez stable. Donc au niveau sanitaire, c'est plutôt un bon point. Après, c'était plus ton ressenti. Alors, parce que en fait, je suis aussi rentré dans le protocole de l'essai que Louis me proposait, parce que je suis quand même assez souvent parti de la maison.
Et du coup, je m'étais imaginé qu'en mettant des copeaux, le volume allait être moins important. Donc j'allais monter moins vite et que je pouvais ne pas curer de l'hiver. Donc remplissage la sous-couche, des animaux dedans, paillage quand il y a besoin et curage que quand on met les animaux dehors. Et effectivement, Louis a raison, le souci jusque-là avec air paillé, c'est qu'il y a élévation de la température. Et il y a des fois, il faut curer parce que bah, ça y est, ça commence à fermenter, les animaux s'enfoncent, enfin, c'est plus tenable, quoi. Et je sais pas, c'est peut-être pas l'heure de le dire, mais... Non, mais après on reverra sur les photos. Mais du coup, j'ai tenu l'hiver complet. Et donc après en protocole, du coup le premier paillage a eu lieu donc, le 5 janvier. Donc avec un peu plus de 3 mètres cubes. Ça allait de 3 à 5 mètres cubes selon les situations. Selon comment la litière elle était au niveau des animaux, suivant la météo, en même temps je sais pas comment vous faites quand vous paillez, mais quand il fait sec depuis 15 jours, moi j'en mets moins que s'il pleut tous les jours. Hein. Donc là c'est le même principe. Donc paillage 1 à 2 fois par semaine. Et donc là, temps de chargement et de paillage plus nettoyage de la machine, on était aux alentours de 10 minutes. Voilà. Enfin, après, ça se paille pareil que de la paille, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau du produit chez Frédéric, donc là, on allait en fait en chercher juste à côté. Puis après, c'était stocké dans un petit bâtiment. On voit, on avait un produit qui a été assez variable, surtout l'hiver. Par exemple, le produit qui a été rentré donc, début février, on était sur un pourcentage de matière sèche à 58%. Donc là, ça faisait juste un jour qu'il était en bâtiment. Et le même produit, après un mois sous le bâtiment, on était déjà remonté à 73%. Pour arriver enfin au moment du curage, donc en fin de protocole, à presque 90%, enfin ce qu'on retrouve là sur la ferme des Bordes. Enfin là, après, c'est comme de la paille. Si la paille, vous ne la stockez pas dans de bonnes conditions, ça sera le même. Mais je pense que l'intérêt de ce produit, on le voit bien, et j'aurais certainement moins peiné en début d'hivernage si on avait pu avoir du produit à 90% de matière sèche plutôt que de l'avoir à 60%. Forcément, ça aurait aidé, quoi. Donc, au niveau des quantités utilisées, donc 18 mètres cubes pour la sous-couche. Après, donc, sur la partie paillage, donc, on a eu 16 paillages sur le restant de l'hiver. Donc on a utilisé 62 mètres cubes. Donc en tout, on était à un peu plus de 80 mètres cubes pour l'hiver, pour ces 35 génisses. Donc là, on voit sur cette photo-là, donc c'était le 22 janvier. Donc les animaux, ce que je vous disais, voilà, on avait un peu de merde au niveau des genoux et puis après un petit peu sur le bas du ventre et au niveau de la mi-cuisse. C'est le maximum où elles se sont salies. Et après, là, donc la photo 16 mars, donc les animaux qui se couchent bien. Et une photo à la fin février, donc vraiment juste derrière les auges. Donc après, vous pourrez voir, donc c'était vraiment la partie où quand il pleuvait, l'eau pouvait passer là. On voit bien que les animaux quand même ne s'enfoncent pas. Après quand même 2 mois déjà en bâtiment, alors qu'on aurait été en air paillé, déjà derrière les auges, ça aurait été déjà très compliqué là. Alors, j'ai peiné au mois de février, alors je n'ai pas noté les dates, hein, mais je pense que c'était dans le mois de février, au moment où c'était cette espèce de brume, machin, là, tous les jours, c'était humide, il y avait un petit peu de vent, machin, et l'ambiance dans le bâtiment était... alors si le côté positif, c'est qu'il n'y a pas d'élévation de température du fumier, les animaux, je ne veux pas dire qu'ils avaient froid, mais c'était plus le comportement des animaux qui sont dehors, en permanence dehors, plutôt que des animaux qui sont en air paillé. C'est clair, hein, on voit très bien quand on paille des animaux qui sont un peu sales en air paillé, sitôt après ils se couchent. Là, c'est pas le cas. Je sais pas, on avait l'impression que j'avais l'impression que ça manquait un peu de température au niveau du fumier pour que les animaux soient confortables, quoi. Donc là, donc on n'avait pas de lot témoin en paille. Et si on aurait repris en comparaison, on aurait compté en période où il manque de la paille 4 kg de paille par génisse. On aurait dû utiliser un peu plus de 12 tonnes de paille, soit 42 bottes à 300 kg. Donc là, par rapport à l'essai, donc avec notre masse volumique à 315 kg par mètre cube, par rapport à nos données de matière sèche, on aurait une équivalence d'une tonne de paille équivaut à 6,4 mètres cubes d'écorce. Ou en gros, 1 kg de paille égale 2 kg d'écorce. Voilà. Après, ça, c'est vraiment des données de référence par rapport aux produits qu'on a utilisés là et par rapport à ce qu'on a utilisé en termes de quantité.
Donc là, l'hiver s'est passé. Donc après, on a curé. Donc là, il y a eu donc un seul curage, donc à la sortie des animaux. Alors qu'en air paillé, on aurait été plutôt sur un curage en milieu d'hiver en plus. On a sorti un peu plus de 66 tonnes de fumier. Et donc on aurait été en système pailleux avec les références de tonnes de fumier par UGB. On aurait été à 70-71 tonnes de fumier. Donc on a un petit peu moins de volume. On a une densité de fumier qui est quand même assez importante, 785 kg de fumier par mètre cube sorti. En référence, un fumier pailleux frais, on est à 300 kg de fumier par mètre cube. Donc du coup, on a beaucoup plus de volume. Donc au niveau densité, notre fumier d'écorce correspond à un fumier pailleux qui s'est décomposé au champ depuis un petit moment. Enfin, vous le voyez dans vos parcelles, quand le fumier est au champ depuis un petit moment, il se tasse. Alors que là, sur la parcelle, maintenant qu'il est stocké, ce fumier-là n'a pas évolué. Alors c'est le hasard, hein, ça s'est fait comme ça en fait. On avait le tas de fumier avait pailleux et puis en cordon. Au bout, on a mis les copeaux. Et quand on a mis ça au pré, au curage, on avait les copeaux qui étaient à cette hauteur-là et le pailleux qui était comme ça. Aujourd'hui, les copeaux sont toujours là. Par contre, le pailleux a fondu, quoi. Donc en gros, je pense qu'en poids, je ne sais pas dire, mais en volume, c'est clair qu'on a quasiment gardé le même volume. Voilà, ça change pas. Donc là, c'est la photo du fumier qu'on a sorti. Donc là, vraiment, toute la couche est utilisée. Il restait que quelques petits morceaux qu'on a pu voir, mais vraiment dans les coins du bâtiment où les animaux ne se couchent pas forcément. Après, sinon, tout le produit a été L'objectif, c'était d'essayer de le valoriser je dirais, à un peu plus que son maximum. On a essayé de faire en sorte d'attendre. Là, je pense que, vous allez voir, hein, les animaux sont quand même super propres. Moi, c'était des laitonnes leur premier hiver. Et le but, c'était pas qu'elles soient mâles, mais c'était de valoriser au mieux le produit, voir ce qu'on pouvait vraiment en tirer, quoi. Donc, on a été restrictif un peu sur les paillages. Et donc au niveau, on a fait analyser le fumier, donc les valeurs qu'on a là, 4,5 en N, 1,1 en P2O5 et 5,9 en K2O. On est sur des valeurs un peu plus faibles qu'un fumier pailleux traditionnel. Je vous ai remis les valeurs là. Donc ce qu'il faut regarder après, on a des coefficients d'effet direct différents. On a une azote avec un coefficient direct de 15 à 30%, donc qui sera très peu mobilisable la première année, contrairement aux PEK qui seront tout de suite utilisables. Et donc on a regardé ce qu'on appelle le rapport C sur N, donc carbone sur azote. Et donc on est sur un rapport à 28, donc un rapport qui est très élevé. Et donc ça, en fait, ce rapport élevé engendre en fait une consommation de l'azote du sol pour dégrader le fumier. Donc ça va avoir un impact après sur son utilisation. Si en fait vous l'utilisez en pur sur un sol qui est déjà un peu pauvre en azote, vous allez dégrader cette partie-là. Donc c'est pour ça, en termes d'utilisation, soit on peut le mélanger avec un fumier pailleux pour réduire un peu ce coefficient-là. Donc là après, ça peut être une utilisation comme ça a été fait là, laisser un tas de fumier pailleux à côté, de mélanger tout ça. Ou après, si on l'apporte seul, de toute façon on ne va pas être sur des grands volumes de fumier. On peut accepter de ne pas dépasser 10 tonnes hectares de ce fumier-là. Et après, d'apporter un engrais azoté à la suite avec un rapport de 4-5 unités d'azote par tonne de fumier épandu. Voilà, pour compenser le fait que ça va consommer de l'azote du sol. Après, en termes de pH, on est sur un pH qui est quand même assez élevé. Donc pareil, sur les sols, ça ne va pas avoir d'impact. Donc là, parce qu'on était sur des écorces de feuillus. Après, des écorces de résineux, on est des pH un peu plus faibles. Mais voilà, même si on a un pH de 5, ça n'aura pas d'impact très significatif sur les sols, vu qu'on est sur des faibles quantités épandues. Donc pour le moment, le fumier n'est toujours pas épandu. Donc on verra. On refera une analyse avant épandage pour voir si ces valeurs-là ont évolué, quoi. Et donc après, en termes d'économie, donc on a repris. Oui. En termes d'utilisation technique, sur le bois, on a souvent la question des molécules qui peuvent être dans le bois lui-même. Tout ce qui est tanin et. Tanin, etc. Est-ce que vous êtes posé la question, vous l'avez pas forcément testé, est-ce que vous avez fait un peu de studio? Après, ce qui ressort, c'est que tanin, ça serait plutôt problématique avec tout ce qui est résineux. Là, on n'aurait pas forcément ce problème-là.
Et puis après, ça revient toujours aux mêmes choses, on est sur des très faibles quantités. Donc dans tous les cas, ça aura très peu d'impact. Après, par rapport au board, il y avait eu des plaquettes bois qui avaient été testées aussi à une certaine période. On était à peu près sur les mêmes valeurs, quoi. Il n'y a pas de grands changements. Et donc au niveau économie, en fait, soit on pouvait comparer par rapport à ce qu'on achetait en paille et savoir quel prix d'écorce il nous fallait. Mais on a pu voir qu'on avait quand même des économies de temps sur le paillage et sur le curage. Donc l'économie permise par rapport au paillage et au curage nous permet indirectement, dans les coûts de fonctionnement, de payer un peu plus cher l'écorce. Donc ce qu'on a regardé donc, au niveau temps paillage, donc on a comparé entre le système écorce et le système paille. Donc l'écorce, on était à 2 paillages par semaine, 10 minutes par paillage, donc 20 minutes à la semaine. Si on était en paille, on aurait été sur un paillage tous les jours. Donc au lieu de 20 minutes, on aurait passé 35 minutes de paillage. Donc on a nos temps sur l'hiver. En paille, on aurait passé 7,5 heures de paillage. En écorce avec la sous-couche, on passe presque 2 fois moins de temps. Sur le curage, là pareil, on gagne un curage. Donc derrière, on a aussi une économie de temps. Donc après, pour regarder ça, en fait, on a repris les coûts du barème en trade. Donc le coût du salarié, le coût du tracteur, le coût de la décileuse. Donc au niveau paillage, le fait de pailler moins souvent, donc on utilise moins le tracteur, moins de temps de salarié. La paille a permis une économie, l'écorce a permis une économie de 125 € sur l'hiver. Au niveau du temps, du coût du paillage. On a fait le même principe sur le coût du curage. Et donc là, pareil, ça a permis une économie de 112 €. Après, ce qu'on a regardé, donc on a fait nos variations selon le prix de la paille. Donc entre 80 € tonne, 90 à 100 € tonne. Le tableau, en fait, il faut le lire dans ce sens-là. On descend de la paille. Sur notre essai, si on aurait été en système paille, on aurait utilisé 12,6 tonnes, ce qu'on a vu précédemment. Avec un prix d'achat à 80 € tonne rendu sur la ferme, ça aurait fallu à peu près 1000 € d'achat de paille pour la partie génisse. Si on s'arrête sur ce prix de paille, on a utilisé 80 m3 d'écorce. Donc si on fait nos 1000 € de paille divisé par 80 m3, l'écorce, on aurait dû faudrait pas la toucher à plus de 12,50 € du mètre cube. Là, c'est en regardant que le prix, si on s'arrête qu'au coût de la paille. Après, on a vu qu'on a donc une économie quand même sur les temps. Donc on a regardé ça. Donc à ce coût d'achat de paille, donc nos 1000 €, on a rajouté donc nos 285 € de coût de paillage pour la paille, avec le salarié et puis le matériel. On a fait pareil pour le coût du curage, donc 221 € qu'on retrouve ici. Ça veut dire que pour l'hiver, si on prend le coût d'achat plus le coût de fonctionnement en paille, l'hiver on serait revenu à 1500 € pour les 35 génisses. Et donc là, si on veut regarder par rapport à notre économie de temps, donc on fait nos 1500 € moins nos 109 € de coût de curage en écorce, moins nos 159 € de curage de paillage en écorce, on arrivait à 1245 €. Ça veut dire qu'il aurait, pour arriver à la même somme en fin d'hiver, l'écorce, il n'aurait pas fallu la payer plus de 1245 € la totalité, avec un prix de paille à 80 € tonne. Donc 1245 divisé par nos 80 m3, ça veut dire une écorce à 15 € du mètre cube, si on était à 80 € tonne. Et après, forcément, plus on paye la paille chère, plus le prix de l'écorce augmente aussi. Donc là, sur l'essai chez Frédéric, voilà, selon le prix de la paille, pour que ça soit économiquement intéressant, il faudrait que l'écorce ne soit pas au-delà de 15 à 18 € du mètre cube. Voilà. Après, de bien prendre en compte que ces prix correspondent aux quantités qu'on a utilisées chez Frédéric, par rapport aussi au matériel présent, aux quantités de paille qu'on peut utiliser. Après, ça sera un calcul à refaire chez les exploitants par rapport à leur situation. Je pense que pour beaucoup, il y aurait eu plus de paillage parce que moi j'ai voulu respecter le protocole. On avait dit 15 jours, j'ai tenu que 13, mais j'ai tenu 13 jours. J'aurais pas été dans un protocole, je pense qu'avant 10 jours je repaillais. On avait dit 2 paillages par semaine, j'ai fait 2 paillages par semaine. Pendant un moment c'était quand même un peu limite. J'en aurais soit mis davantage pour respecter les deux, enfin bref. Donc je pense qu'en volume utilisé, je pense qu'on en aurait sans doute passé un peu plus.
Mais voilà, après, effectivement, Louis a raison, il faut quand même aussi tenir compte que dans les conditions quand même assez compliquées qu'il y avait à la maison, on a quand même pu limiter un curage et forcément c'est encore une source d'économie. Que là, pareil, pour curer, il faut sortir les animaux du bâtiment. Donc là aussi, en termes de travail, c'est pas le plus simple, quoi. Donc est-ce que vous avez des questions? Après, si vous souhaitez, donc il y a la partie fumier des boards, si vous voulez voir à quoi ça peut correspondre.